Par contre, il n'est pas en... S'il est en plein écran, là? Non, je vais les mettre en plein écran Ah oui, là, d'accord. normalement. Là, c'est normalement en plein écran, c'est ça? Mm. Ouais. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou je vais vous parler un petit peu de la Colombie, donc de l'architecture traditionnelle en Colombie. Et d'abord, je vais faire une petite présentation pour contextualiser la Colombie. Je vais vous parler de la géographie et les climats. Ensuite, je vais parler des matériaux traditionnels que l'on utilise dans l'architecture, principalement 4 matériaux. Et dernièrement, je vais vous présenter donc ces matériaux dans l'architecture. Et donc la Colombie, géographie et le climat. Et donc la Colombie est située dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud et en raison de sa situation géographique sur la zone tropicale, il faut prendre en compte 2 facteurs principaux. Donc c'est l'humidité et la pluie. Il est important de savoir que le climat est constant et les saisons pourraient être davantage définies par le niveau des précipitations. Cela signifie que les heures de lumière et d'obscurité sont également constantes au cours de l'année avec respectivement 12 heures. Et l'inclinaison du soleil sur sa trajectoire est verticale, ce qui fait que les orientations des façades les plus utilisées pour l'éclairage sont celles de l'est et de l'ouest. Et donc maintenant, je vais vous présenter quelques matériaux donc, naturels et composites. Je vais commencer d'abord avec les bambous, que l'on connaît tous, les bambous, mais aussi de la guadua, que ça fait partie de la même famille que les bambous. Et ce matériau est utilisé depuis l'époque précolombienne. Donc, le terme précolombien est utilisé dans l'étude des civilisations autochtones des Amériques. Et donc, les bambous et les guaduas, ils ont réussi à résister malgré des événements tels que les colonisations espagnoles et l'expansion de l'utilisation du béton. En plus d'être un matériau, les bambous et guaduas constituent tout un système constructif, comme on peut le voir sur l'image. Et après, je vais vous montrer quelques exemples de comment on utilise ça. Et le suivant, c'est l'adobe. Donc, l'adobe, c'est un matériau traditionnel qui vient de l'époque préhispanique ou précolombienne, c'est le même mot. Et c'est l'un des principaux systèmes de construction des maisons et des parcelles qui fonctionnent toujours. C'est une brique d'argile et non cuite, et c'est le matériau le plus utilisé dans les constructions rurales ainsi que pour les maisons économiques avec un seul étage. Le troisième matériau, c'est le barrique. Donc, il fait partie d'un système qui n'est pas trop complexe, mais très complet. Celui-ci est composé des roseaux, des bâtons ou des roseaux entrelacés qui forment un coffrage qui est ensuite rempli de paille, des vestes, des noix de coco, des bœufs, entre autres, comme on peut le voir sur l'image. Et les barriques traditionnelles se composent d'une structure en bois ou en bambou remplie de terre avec de la paille, rembourrant l'intérieur des doubles squelettes des bandes de bambou. Donc, on va dire que les structures est faite en bois ou en bambou. Ensuite, le quatrième matériau, c'est le tapia. Il s'agit essentiellement d'un mur solide construit avec de l'argile et du sable empilé et pressé en couche de 10 cm. Pour donner à l'argile la forme d'un mur, on utilise un coffrage appelé tapial. Donc, c'est cela qu'on voit sur l'image à gauche. Lorsque le tapial est placé sur la fondation, la boue est versée à l'intérieur et pressée. Une fois les murs formés, le tapial est enlevé et séché à l'air libre. Et donc maintenant, je vais vous parler de quelques bâtiments, mais surtout typiques, dont on utilise ces genres de matériaux. Le premier, c'est le boyo ou maloca indigène. C'est une construction issue des cultures précolombiennes, en particulier Taironas et Muiscas. Ce sont 2 cultures indigènes typiques de la Colombie. Et les matériaux utilisés dans cette construction sont les bois de différentes dimensions,
pour former les structures, et des roseaux ou hanches de différents types pour les murs. Et en dernière, du sable, de l'argile, entre autres, pour les murs aussi pour remplir donc, les structures des roseaux. Et pour les toits, on utilise des pailles ou des palmières. Ils peuvent avoir une forme rectangulaire ou circulaire et leur structure est donnée par une base en bois en forme de colonne sur laquelle reposent des tiges centrales qui donnent l'inclinaison du toit. Dans le cas des boyaux ronds, il s'agit d'un pilier rond central. Le rayonnement solaire est entièrement contrôlé avec les toits sans ouverture, ce qui ne permet pas au soleil de pénétrer à l'intérieur du boyau et surchauffer l'environnement intérieur. Les niveaux d'humidité et les températures élevées qui durent toute l'année rendent nécessaire une ventilation intérieure, ce qui peut être possible puisque les champs n'est pas un matériau hermétique. Et d'autre part, la grande inclinaison du toit permet à l'eau de pluie d'évacuer. Et maintenant, je vais vous présenter donc des maisons en terre. Donc, c'est l'adobe ou tapia. Et donc, l'architecture en terre a une importance particulière en raison de la place qu'elle occupe dans les centres historiques des villages. Il se caractérise par les formes régulières et la largeur de leurs parois, ce qui, à son tour, empêche les grandes ouvertures. Les matériaux utilisés sont donc l'adobe ou les tapias pour les murs, ensuite du bois de différentes dimensions pour former les structures du toit et des mezzanines. Et la construction est élevée sur une fondation composée d'une poutre, puis les planchers sont formés, qui peuvent être une base en briques cuites ou une structure en bois. Et les deux types de logements ont une grande inertie thermique due à la grande masse des murs et au minimum de surface extérieure, grâce à leur forme rectangulaire. La situation la plus avantageuse dans son orientation est d'est en ouest pour essayer de capter les plus longues heures de lumière. Et le dernier bâtiment que je vais vous présenter, c'est la maison palafitica. Donc, à partir du XVIIIe siècle, les familles asservies ont commencé à acheter leurs lettres de liberté et à créer leurs propres colonies. Ces colonies étaient situées aux sources des principaux fleuves et de cette façon, ils ont commencé à créer leurs maisons dans des zones où les rivières pourraient avoir des inondations ou à proximité des mangroves. Et donc, les mangroves, c'est un écosystème des marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux. Donc, alors comme ils ont décidé de s'installer dans ces endroits, ils ont décidé de surélever ces maisons sur un système de pieux qui supporte une plateforme. Et les matériaux qu'ils utilisent sont donc du bois de la zone. Et pour les murs et les structures, comme on peut le voir sur l'image, que c'est principalement du bois. Et les ouvertures réalisées sont orientées en fonction du vent dominant pour réaliser une ventilation transversale. En plus de cela, son toit surélevé facilite l'existence de forts volumes d'air, un mouvement qui ventile la maison. Les couverts végétales protègent du rayonnement solaire. Et pour conclure, je voulais vous présenter une phrase de Bernard Rudowski que j'ai trouvé assez pertinente, et que c'est les constructeurs sans école dans des lieux et des époques différents font preuve d'un talent admirable pour situer les bâtiments dans les milieux naturels. Au lieu d'essayer de conquérir la nature comme nous, ils s'adaptent au climat et acceptent les défis de la topographie. Bernard Rudowski, je vous remercie pour l'attention et j'espère avoir